L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Et Radio Basta est une suite. Retrouvez la série d'émissions Basta Project et la série de portraits. Chut, t'es une fille. C'est vraiment, j'ai des images, j'ai du bruit, du son, l'odeur et tout. Ça a été un choc. Ça, c'était mon premier choc où je me suis réveillée. Je me dis, oh, mais où est-ce que je suis? Portrait. Chut, t'es une fille. Radio Basta. La femme, la citoyenne, la mère. Il y avait tellement à dire. C'est là où j'ai pris mon courage et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, la vérité, quoi. Bonjour, je m'appelle Jamilia Bessoltan, j'ai 43 ans et je vis à la Reinerie depuis 25 ans. Je me suis mariée, j'avais 19 ans. J'ai 3 filles et 3 garçons. 22 ans, 18 ans, 15 ans, un garçon de 10 ans, 5 ans et 3 ans. Votre premier souvenir, c'est quoi? D'enfant. Quand on glissait sur la colline là, avec les cartons pendant la neige, on se mettait à glisser. On montait au-dessus de la colline, là, à l'époque où il y avait Racine. Hein. Je parle de ça il y a 15-20 ans en arrière. Hein. C'était quoi Racine? C'était en fait une soirée, il y avait de tout. Il y avait des activités, de la musique. En fait, c'était un peu la fête de la musique. Et après, quand il y a eu une tuerie, une année, après, ils ont arrêté de le faire. 94. Campus. Un petit mot sur la tournée du 28 août au 3 septembre de Racine, qui ne soyez pas surpris de les croiser sur les routes de Midi-Pyrénées, puisqu'il va y avoir des caravanes, des bus, des camions, des voitures, et des chanteurs, et des chanteuses, et des danseurs, et des danseuses. C'est une idée du Festival Racine qui a germé dans l'esprit des organisateurs, mais aussi de ceux des interlocuteurs de la région. Racine se décentralise. Voilà, on avait promis de le dire, on l'a dit. 94. Pendant quelques années, ça a été calme. Et après, là, depuis franchement 2 ans, il n'y a que de ça, quoi. C'est règlement de compte sur règlement de compte, quoi. Donc vous sentez, entre ce que vous ressentiez plus jeune, enfant, ado, la violence a évolué? Elle a empiré. Elle a empiré. À l'époque, les gamins, il y avait quand même du respect. Maintenant, un gamin de 10 ans, normal, va vous insulter, que ce soit un père de famille, une mère de famille. Il n'y a plus de respect. À l'époque, il y avait le respect. À l'époque, nous, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on aidait les mamies à monter leur panier. Et bien ça se fait plus. Ça se fait plus. Parce qu'il n'y a plus de respect. C'est chacun... c'est la loi de la jungle, ici. C'est, comme je dirais, c'est Guantanamo, ici. Que ce soit les jeunes ou les personnes âgées, plus personne ne se respecte. Même les vieux, vous passez sur la place, par exemple... Les vieux, ils ont 70 ans, 80 ans, ils draguent des gamines de 18 ans, de 15 ans. Il n'y a plus de respect. Ça n'existe plus. Donc en fait, ici, dans le quartier, malheureusement, si vous n'avez pas de la gueule, vous vous faites bouffer. Donc moi, mon but, c'est de ne pas me laisser faire. Mais malheureusement, beaucoup de mamans ne le font pas. Il y en a très peu. On est très peu de femmes dans le quartier qui se laissent pas faire. On va à l'affront. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a la peur. La peur de représailles, la peur de si on vous cambriole, la peur de... Voilà. Mais ici, si vous vous laissez faire, vous vous faites manger. Même s'il vous connaît, hein. Il n'y a plus de respect. Et ça se fait de plus en plus, malheureusement. Après, moi je dis que le gouvernement ne fait pas grand-chose. Hein. Ça les arrange. Hein. Je pense que ça les arrange. Ils nous ont tous tassés dans un quartier. On n'a pas demandé à avoir des bâtiments comme ça, hein, à l'époque. Hein. Nous, nos parents, quand ils sont venus, ils ont débarqué, on leur a donné des HLM, venez habiter là, ils ont tassé tout le monde. Mais est-ce que le problème qui se cache derrière tout ça, ça reste quand même le manque de travail, tout simplement? Il n'y a pas de travail. Pourtant, ici, beaucoup de jeunes ont des diplômes, sont diplômés. Moi, je connais des jeunes qui ont des bacs, des CAP, et ils n'arrivent pas à trouver du taf. Pourquoi? Parce que l'autre, il va s'appeler Mohamed, parce que l'autre, c'est un black, parce que l'autre, il ne sait pas bien lire et écrire. Voilà.
Mais du coup, est-ce que c'est plus dur en tant que femme? Même pour nous. Moi, je sais que par exemple, pour aller. J'ai postulé une fois pour du ménage, ils m'ont demandé ma nationalité. Quelle nationalité j'étais. J'ai eu de la chance de leur dire que je suis nationalité française. Mais malgré ça, ils m'ont dit, mais vos origines. Donc quand je leur ai dit marocaine, j'ai pas eu le poste. Hein. J'ai pas eu le poste. Pourtant, je suis partie bien habillée. J'étais coquette, je me suis arrangée. Mais malgré ça, voilà, parce que je portais un nom musulman. Et je pense qu'il y a du racisme quand même. Il existe toujours le racisme. Hein. Peut-être qu'on le montre, peut-être qu'il le montre pas trop, mais il existe. On le voit au niveau du regard. C'est très très difficile. Moi, je sais que ma fille, elle a 22 ans, et ben, elle fait du ménage parce qu'elle ne trouve pas du travail en tant que secrétaire. Pourquoi? Parce que, voilà, elle s'appelle Souad. Donc, pour elle, c'est difficile. Et comme elle n'a qu'un CAP, ben, c'est très difficile d'acquérir un travail de haut niveau. C'est quoi les difficultés d'être une femme dans un quartier comme ici? Moi, personnellement, j'ai pas de difficulté. Bon, après, moi, je parle pour moi, parce que moi, je me laisse pas faire. C'est ça qui est malheureux à dire, mais voilà, moi, j'ai quand même de la gueule. Donc, je sais que moi, si quelqu'un me parlait mal, je vais répondre. Il y a beaucoup de mamans qui le font pas, parce qu'elles ont peur des représailles. Donc, elles sont obligées de se taire. Mais moi, j'ai parlé avec beaucoup de mamans, je leur dis, mais tant que vous réagissez pas et que vous ne donnez pas un sens dans votre vie, ben, le quartier restera comme ça. Ça veut dire que l'homme, il aura le pouvoir sur la femme dans le quartier. Ce qui n'est pas normal. Certaines suivent mon conseil, hein. Elles commencent un peu à avoir de la gueule, mais elles sont pas beaucoup quand même. Hein. C'est quoi? C'est 10%. C'est très peu. Et tant qu'elles réagissent pas, eh ben, ça restera comme ça. Alors moi, mes filles, j'en ai 2. Alors, c'est des peureuses. Elles ne suivent pas mon conseil. Elles ont trop peur. Mais j'ai la troisième, enfin, la dernière. Elle, par contre, elle est sortie comme moi. Donc, c'est-à-dire que dehors, même s'il y a quelqu'un qui va l'embêter ou quoi, eh ben, elle va faire du rentre-dedans. Elle n'a pas peur. Le garçon qui a 10 ans, il commence à pas se laisser faire. Après, les autres, ils sont petits encore. Donc, après, si je leur dis d'éviter quand même les conflits, mais je leur explique que voilà, on vit dans un quartier où quand même il y a de la délinquance, où il y a de la violence, et qu'il faut faire très attention. Moi, par exemple, mon fils, il a 10 ans, ça lui arrive d'être en bas avec ses copains, parce que je ne peux pas le condamner aussi à la maison. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, oui, maman, il y a un jeune, il m'a dit, tiens, 10 €, va t'acheter des bonbons, tu vas m'acheter un paquet de cigarettes. Mais je lui dis, c'est qui ce jeune? Donc j'ai dû aller le voir, lui expliquer, écoute, mon fils, il a que 10 ans, t'as pas à l'envoyer acheter un paquet de cigarettes au bureau de tabac, et en plus de ça, tu lui donnes 10 € de pourboire? Non. Et il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, parce que c'est de l'argent sale. Je dis, moi, mon fils, si tu l'habitues à ça, à 15 ans, ça va devenir un chouf, par exemple. Ça, c'est pas mon but. Moi, j'ai pas éduqué mon fils pour qu'il devienne un guetteur, quoi. C'est difficile, hein. Moi, j'ai des amis à moi, elles ont des enfants qui sont guetteurs. Mais c'est vrai qu'elles ont tout fait pour qu'ils n'y arrivent pas, mais malheureusement, ils sont sortis délinquants. Après, je suis à l'abri de rien, hein. Moi, je sais pas ce qui peut m'arriver dans 5-6 ans. Mon fils peut sortir délinquant, ma fille peut sortir délinquante. Mais j'essaie au maximum de mettre les verrous, quoi. Parce que c'est pas en déménageant que votre enfant, il va être... Parce que les gens, ils vous disent, ouais, il faut sortir du quartier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que nous, on a été éduqués quand même dans notre quartier. On n'est pas sortis délinquants. On n'est pas sortis... Moi, mon mari, il a vécu toute sa jeunesse ici. C'est pas sorti un délinquant. Il a travaillé en tant que tuc à l'époque. Et jusqu'à maintenant, il travaille. Et il n'a jamais eu de casier judiciaire. Après, c'est l'éducation. Moi, je pars du principe, c'est l'éducation et la fréquentation. Un enfant, s'il veut écouter ses parents, il écoutera. S'il ne veut pas écouter, il n'écoutera pas. Et vous aurez beau éduquer, faire ce que vous voulez, s'il veut sortir délinquant, il sortira délinquant. Je le vois parce que moi, mes frères, ils étaient délinquants et pourtant, ma mère, elle était très sévère. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été faire de la prison. Ils en ont quand même fait. Mais du coup, là, vous avez des souvenirs des émeutes ici? Oui. On en a eu des émeutes. Si je dis pas de bêtises, la première émeute qu'on a eue, c'était Pipo. Pipo, ça a été... et en plus, c'était en plein Auréa, comme je m'en rappelle.
Et ils avaient cramé. Dans mon parking, il y avait plus de 120 voitures qui avaient été brûlées. Et j'ai eu de la chance, moi, c'est vrai qu'on était descendus et on s'était mis carrément devant la voiture pour pas qu'on nous la brûle. On était obligés de se mettre en tant que pilier pour pas qu'on nous touche le véhicule. Et ça, c'était un choc parce que ça avait quand même flambé partout. Hein. C'était dans toute la France, hein, ça avait explosé. Mais c'est vrai que celle-là, elle m'avait vraiment choquée. Ça, c'était un choc. Surtout la maman quand elle s'est effondrée parce que c'était quand même un gamin. Voilà, il a été abattu comme un chien, quoi. Ça m'avait... moi, ça m'avait choqué parce que c'était en fait, on l'avait eu en direct. Les jeunes, comment ils étaient arrivés, mais on aurait cru que c'était une guerre civile, quoi. Vous voyez les jeunes courir de partout avec des masques, avec des armes, avec des bâtons. Ça brûlait, mais normal. C'était... il y en a, il les poussait, il leur disait, mais poussez-vous, on va vous brûler la voiture. Nous, on a eu de la chance parce que voilà, on connaissait quand même des jeunes. Et comme ils ont vu que c'était notre véhicule, on a eu peut-être plus de chance. Mais malheureusement, voilà, il faut être connu pour que, voilà, pour pas qu'on vous touche votre véhicule, pour pas que, voilà. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. À Toulouse, 3 jours après la mort du jeune Habib, tué dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un contrôle policier, 3 jours marqués par des violences dans les quartiers de la Reinerie et du Mirail, les appels au calme de la famille comme des élus politiques se sont multipliés. Moi, je pense qu'ils devraient remettre la police de proximité. Parce qu'à l'époque, quand on l'avait, les îlotiers, je me rappelle, honnêtement, il y avait une communication entre jeunes. Ça communiquait. C'est des îlotiers, ils marchaient dans la rue, pourtant ils avaient la tenue policière, mais ils allaient vers les jeunes, discuter. Il n'y avait pas de violence entre police. Maintenant, vous voyez une voiture de police, tac, elle passe, ça crie, ça jette des cailloux. Voilà, les jeunes, ils n'ont plus confiance en la police. Moi, je pense que la police de proximité, les îlotiers, moi franchement, je pense qu'il serait normal de les remettre. Mais je pense qu'ils ne les remettront pas. Ils ne les remettront pas. Parce qu'on a un commissariat, mais il est pratiquement fermé. Hein. Il est ouvert une fois tous les, je sais pas combien. On n'a que des patrouilles de voitures. Voilà. Des patrouilles. C'est bien beau d'avoir des patrouilles, mais nous, on a besoin quand même d'une sécurité. C'est-à-dire des îlotiers à pied. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas des îlotiers dans le quartier, il n'y aura pas de communication avec les jeunes. Ça ne communiquera pas. Parce qu'ils sont quand même têtus. On avait des médiateurs, on n'en a plus. On les a enlevés, je ne sais pas pourquoi. Alors que les médiateurs, c'était le top. J'avais même proposé à 2 femmes, justement, de l'assaut. Nous, on était prêts à s'engager en tant que femmes, de faire comme les médiateurs. Des femmes qui allaient le soir discuter avec les jeunes. Mais on n'était que 3. Ça ne suffisait pas. Donc, on a laissé tomber cette démarche. Et justement, elle m'a revu la personne, elle m'a dit, mais pourquoi, à ton avis, on ne tente pas? J'ai dit, mais on ne peut pas le faire à 2. C'est impossible. À 2, on ne peut pas. Même si moi et toi, on a de la gueule, même si on est connus dans le quartier, mais on ne peut pas. Il faut quand même qu'on soit une bonne équipe, bien formée. Mais on était prête à faire, on voulait s'appeler la brigade féminine. Mais on en avait rigolé un soir à la maison et elle me disait, mais je t'assure, Jémilia, on devrait tenter. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, donc c'est vrai que moi, à l'occasion, si j'ai eu l'occasion de les revoir, mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une brigade femme. Je pense qu'il y aurait de la communication. Je pense, hein. Peut-être différemment, peut-être que les garçons parleraient différemment avec la femme, je pense. Parce qu'un mec avec un mec, c'est du rentre-dedans, c'est... ouais, moi j'ai pas peur, tatati, tatata, l'autre ouais, mais quand même. Une femme, je pense qu'il y aurait quand même un peu de respect. Ils sont pas, quand ils vous connaissent, ils sont pas méchants. Les jeunes de quartier, si vous leur parlez correctement, vous faites pas les caïds devant eux, je sais pas, c'est pas des violents. Après, je vais pas dire que c'est bien ce qu'ils font, hein, mais c'est pas de leur faute. Parce que s'il y avait du taf, je pense qu'ils ne dealeraient pas, les gamins. Si on leur donnait les moyens de travailler, la facilité pour aller travailler, je pense qu'ils auraient la facilité de travailler. Mais malheureusement, on ne leur donne pas les moyens. Donc pour eux, la facilité, c'est d'aller dealer.
Ils savent qu'en une journée, ils vont faire 1 000 euros, 2 000 euros. Alors qu'un jeune, quand il va travailler au SMIC, le pauvre, il est payé quoi, 1 100 euros. Il faut qu'il arrive à tenir un mois. C'est très difficile. J'ai vu dans un magazine, c'était des familles botoxées partout. T'avais la mère, le père, prochaine station, République. Et donc, des violences faites aux femmes, ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer, une évolution là-dedans? C'est-à-dire que je sais que nous, à une certaine heure, il est très difficile d'accéder à la place. Parce que c'est... malheureusement, il n'y a que des mecs, des vieux, des jeunes, des toxicos. Et les femmes, elles n'osent pas y aller. À partir de 19h, voilà, vous ne voyez plus de femmes. Pourquoi? On dirait que c'est une interdiction. Donc moi, quand j'arrive à 7h et que je suis la seule fille, je suis comme une con. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais elles sont où? Et en fait, et quand je leur demande, mais comment c'est que vous n'allez pas acheter votre pain? Je sais pas, moi, vous vous baladez, à 19h il fait bon. Elle me dit, mais t'es malade, mon mari veut pas, c'est imaginable, une femme qui se balade à 19h, c'est vulgaire, les hommes ils te draguent. Voilà, donc elles ont, le mari veut pas que la femme elle va à partir d'une certaine heure, elles ont parce qu'elles se disent le regard de l'homme il va me draguer, c'est inapproprié qu'une femme à 19h se balade toute seule. Je comprends pas. J'arrive pas encore à me le rentrer dans mon cerveau. Ça, j'y arrive pas. Parce que moi, à partir de 19h, il peut être même 22h, je passe normal. Et après, moi, qu'on me siffle ou qu'on me siffle pas, je continue mon trajet. Après, si quelqu'un m'insulte, je réponds. Mais voilà, les femmes, elles n'arrivent pas encore à sauter le pas. Soit elles ont peur du mari, soit il y a une façon de s'habiller. Vous voyez une femme ici, c'est très rare que vous allez la voir en jupe, en robe, en décolleté, parce qu'il y a le regard de la personne qui vit dans le quartier. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On n'est pas au Moyen-Âge. Moi, je sais que mes filles, je leur dis, vous vous habillez comme vous voulez. Et c'est vrai que moi, leurs oncles, si elles se mettent en short, ça leur fait des scandales. Mais je leur dis non. Je leur ai donné le choix de se mettre en short, c'est leur problème. Ça ne te regarde pas. Donc parfois on est en conflit avec mes beaux-frères, mais je leur dis c'est comme ça. Moi, j'ai pas été élevée à la sévère. Moi j'avais ma mère qui était sévère, mais mon père qui était très libéral. C'est-à-dire que mon père il aimait la femme coquette, il aimait la femme avec les talons, jusqu'à maintenant, hein, il aime la femme avec les talons. Donc je verrais pas pourquoi moi, mes enfants, je devrais leur imposer de s'habiller différent. Non. Moi, je sais que ma fille voulait porter le foulard, je lui ai imposé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que si elle voulait mettre le foulard, elle sortait de la maison. Vous l'avez expliqué? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit qu'ici, on était dans un pays laïque. C'est très difficile d'avoir du taf avec un voile. Voilà, j'ai dit, t'as envie de mettre le voile, tu vas au bled. C'est pas compliqué. Je dis, moi, je le porte pas, je verrai pas pourquoi toi, tu le portes. Après, je lui ai dit, tes convictions, moi je fais la prière, mais je ne porte pas le voile. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que je fais c'est chez moi. Je fais ma prière, c'est entre moi et le bon Dieu. Ma fille, j'ai dit, tu n'as pas besoin de montrer aux gens, voilà, je suis une sainte. Parce que malheureusement, beaucoup de filles portent le hijab. Et c'est malheureux à dire. Hein. Mais pour pas qu'elles se fassent agresser. C'est fou. Hein. C'est malheureux de dire ça, mais moi j'en connais qui me disaient, mais Jamila, on met le hijab juste pour pas qu'on nous agresse. Juste pour pas que les garçons nous draguent. Pour avoir la tranquillité. Mais c'est pas normal. Donc maintenant, on n'a plus le droit de se lâcher les cheveux par peur parce que le garçon, il va nous draguer. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vois de plus en plus de gamines qui portent le hijab. Et après, 2 ans après, vous voyez qu'elle enlève le hijab. Et quand vous lui dites, mais pourquoi tu l'as enlevé? Ah ben, je sais pas, je l'ai mis comme ça. Radio Bassin. Série de portraits. Chut, t'es une fille. Moi, personnellement, mes enfants, au jour d'aujourd'hui, ils sont tous en échec scolaire. Je vais pas vous le cacher. Moi, j'ai ma fille qui a 22 ans, qui a arrêté l'école à 16 ans.
Donc elle a commencé à travailler. Celle de 18 ans, elle est en Ulysse, malheureusement, parce qu'elle n'avait pas le niveau. Donc on m'avait dit de la mettre en Ulysse. Elle est au lycée. Et c'est très difficile, parce qu'elle doit passer un CAP. Donc elle a énormément de difficultés. La dernière, pareil, elle est en Ulysse à Blagnac, où ça a été très difficile de la faire entrer parce qu'elle venait de la Rainerie. Donc on ne voulait pas me la prendre. Donc j'ai dû faire un bordel. Et elle n'a pas été scolarisée pendant 3 mois. Et l'inspection académique m'a appelé, m'a dit, bon, écoutez, c'est bon, on vous l'accepte sur Blagnac. Mais pourquoi? Parce qu'elle vient de la Rainerie. Elle n'a pas le niveau pour aller dans un collège normal. Je ne comprends pas. Et je me suis battue pendant 3 mois. Parce qu'on ne voulait pas me la prendre. Et ça a été très très difficile. Et là, mon fils, pareil, il a 10 ans, il est en échec scolaire. Pourtant, je suis derrière, je lui fais faire ses devoirs. Il est à l'aide de devoirs. Je l'ai mis dans le théâtre, je l'ai mis dans la boxe, j'ai tout fait. Mais le niveau, il n'y a pas. Moi, mon fils, il est à la maternelle et déjà, on me parle d'une équipe éducative en maternelle. Donc quand même, on se pose des questions. On se dit, hop là. Donc qu'est-ce qui m'attend pour celui-là de 3 ans? Parce qu'il rentre cette année. Est-ce qu'à 4 ans, on va me dire, ouais, il faut une psychiatre ou un psychologue? Il y a réellement un problème dans le système scolaire. Je pense. Hein. Je pense qu'il y a un problème dans l'école. Et ça, par rapport à vous, votre scolarité à vous, vous avez senti un grand changement du coup? Moi personnellement, j'ai fait ma scolarité en ville, sur Toulouse-Lautrec. C'était un très bon collège, très bon lycée. Moi, j'ai fait une très bonne scolarité. Après, mon mari a fait... il était rentré pendant... C'est ce qu'il m'a dit, hein, il était parti dans un centre sur Muret, parce qu'il avait des difficultés. Et la psy le CMP me disait, il n'y a pas très longtemps, « Ah, mais maintenant, je comprends mieux pourquoi vos enfants ont ces difficultés. Parce qu'ils ont pris les gènes de son père. » Moi, ma mère, elle était illettrée. Mon père, c'est un illettré. Il ne savait pas lire ni écrire. J'ai quand même eu mon CAP, mon BP. Donc, je ne pense pas que c'est une histoire de gènes. Parce que là, quand elle m'a dit... Mais c'était choquant quand elle m'a dit ça. Et je dis, mais vous insinuez qu'en fait, mes enfants, c'est à cause de leur père qu'ils sont en échec scolaire. En gros, c'est ça. Et elle me dit oui. Une dame du CMP, quand même. Et là, j'étais choquée. Là, j'ai dit, eh ben, dis donc. Alors, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en échec scolaire. Parce que le nombre de personnes qui sont illettrées dans le quartier, des parents, ça veut dire automatiquement les enfants... Et on ne leur donne pas le pouvoir de les aider. Moi, j'ai ma fille qui est au lycée. Ben, sa prof de lycée lui disait, mais tu n'y arriveras jamais au CAP. Tu n'as pas le niveau. Donc, j'ai dû prendre mon téléphone et faire un scandale à la dame de l'Ulysse. Lui expliquer que son travail, ce n'était pas de descendre un élève, de lui dire qu'il n'y arriverait pas. Au contraire, si elle a un échec scolaire, c'est à vous de l'aider à reprendre un peu de base. Et ben, ma fille, elle est curée de l'école. Parce qu'elle me dit, je vais tenir une année encore, mais maman, je ne veux plus l'école. Donc je vais être obligée de la positionner pour du travail. Malheureusement, elle a 18 ans, elle va finir une année, et après... Ça me fait mal au cœur de voir mes enfants comme ça. De me dire, mais c'est pas normal que sur mes 6 enfants, il y en a 5 qui sont en échec scolaire. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. On ne va pas me dire que c'est les parents. C'est impossible. S'il y a eu mes 5 enfants dans la même école qui a eu un échec scolaire, c'est qu'il y a eu un problème dans l'école. C'est qu'ils ne font pas leur travail. Je ne dis pas que tous les professeurs ne font pas leur travail, mais je pense qu'ils ne sont pas assez compétents. Parce que quand vous voyez qu'une prof, elle a 23 ans, elle fait étudier une gamine de 15 ans, une gamine avec une gamine. Pour moi, c'est des gamines. Moi, je me rappelle, mon prof de maths, il avait quoi, 65 ans à l'époque. Il s'appelait Monsieur Campos, je me rappelle. C'était prof de maths, mais c'était un vieux. Mais il nous avait fait les mathématiques au niveau, quoi. Je suis sortie de l'école, je savais faire une multiplication, une division. Moi, mon fils, il est incapable de faire une multiplication. Les tables de multiplication, ils ne connaissent pas. Moi, ma fille, je lui ai même posé des questions récemment. Je lui ai dit, mais le corps humain, elle était incapable de me dire le genou où est-ce qu'il était. J'ai dit, mais on va où là? Il y a un réel problème. Je pense qu'il y a
Ils ne sont pas assez compétents. Peut-être que certains profs le sont, mais pas tous. Je pense qu'il y a un réel travail à faire avec l'école, avec les trucs pédagogiques. Ils devraient les former un peu plus. Maintenant, si vous voulez, un prof, s'il veut travailler, il travaille. S'il ne veut pas travailler, on va vous le mettre dans un coin. Moi, j'ai mon fils, comme il a du mal, il ne veut pas travailler, madame. Pourtant, je vais aux réunions, je suis les dossiers, je regarde les cahiers. Mais malheureusement, c'est comme ça. Moi, on m'a carrément dit, votre fils, c'est un dépressif. On m'a dit, votre fils, il est dépressif. Et il nous fait pitié. Donc, tellement que ça m'a trotté, je l'ai amené voir une psy. Et la psy, elle me disait, mais vous savez, madame, moi, je peux rien faire de plus. Pour moi, c'est un enfant normal. Je ne vais pas vous donner des médicaments pour le shooter. Écoutez, il est en train de commencer à être adolescent. Il est en train de s'affirmer. Donc, quand je l'ai dit à la directrice, elle me dit, non, c'est pas normal. Il faut qu'il suive une équipe éducative. Voilà. Donc, j'ai dû le mettre dans le théâtre pour qu'il se libère un peu. En fait, on ne sait pas quoi faire. Prochaine station, Mirail. Si l'État ne trouve pas une solution, ça va se dégrader. Cette génération qui arrive, la génération de nos enfants, ça va se dégrader. Si l'État ne se bouge pas, que ce soit scolaire, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'éducation, il faut que tout le monde travaille ensemble. Si personne ne travaille ensemble, un jour il va y avoir une guerre mondiale ici. Il va y avoir une révolution. Ça fait peur, mais ça peut arriver. On est à l'abri de rien. Tant qu'on ne trouve pas une solution sur l'éducation dans les écoles, si les gamins ils décrochent, je peux vous assurer qu'il va y en avoir de plus en plus des gamins de 10, 12 ans. Déjà ça commence. Qui ne vont pas à l'école, que les parents ils se plaignent, qu'ils en ont marre. Et ça va aller de pire en pire. Parce que moi, quand je vois les gamins, ils ont 12 ans, et que c'est des petits dealers, ils sont en train d'attendre, de guetter, je me dis, mais... Et on dit pas, qu'on me dit pas c'est les parents, parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des parents galoper derrière leurs gamins, les taper. Qu'est-ce qu'ils disent aux gamins? Je veux le dire à l'assistante sociale. Je veux le dire à la maîtresse. Voilà. Donc, on te retire le gamin de chez toi, on te met dans un foyer, le gamin, il s'échappe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans son quartier et il dit, voilà, à cause de quoi? L'échec scolaire. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et tant qu'ils ne trouveront pas une solution, ça va se dégrader de pire en pire. Et ça fait peur. Parce que nos enfants, ils y sont aussi. Moi, j'ai 3 garçons, je dis pas c'est des saints, je sais pas ce qui va leur arriver demain. Je peux être derrière, mais s'il veut sortir, il sortira délinquant. Et on aura beau même sortir du quartier. Parce que moi, j'ai mes neveux, ma soeur, elle les a sortis du quartier, c'est pas pour autant qu'ils sont revenus ici. Ils ont 20 ans, ils sont tout en bas. Et avec les jeunes du quartier. Quand je leur dis, mais vous êtes allés à la campagne, ta mère, elle t'a éduqué pour aller à la campagne, pour avoir une bonne éducation. Il me dit, ouais, mais c'est bon, la campagne et les vaches. Il revient avec sa voiture ici. Et ma soeur, elle a beau galoper, mais... Pourquoi? Parce que voilà, c'est son quartier. Il a vécu jusqu'à 8-9 ans, et voilà. C'est pour ça que dire que c'est... Ouais, parce qu'on habite dans le quartier, les enfants sont délinquants, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous pouvez habiter en campagne, les gamins sont délinquants. Radio Bassin. Série de portraits. Chut, t'es une fille.
que, voilà, si on est musulman, on a du mal à rentrer dans le service social, on va dire, dans le système social. C'est très difficile. Et si vous avez du taf, c'est vraiment le coup de chance, quoi. Ou alors aussi, on vous prendra en faisant du ménage. Ah, du ménage, c'est sûr que celles qui sont compétentes, c'est les musulmans. Hein. On les met là, dans le bâtiment, c'est les musulmans. Mais par exemple, vous avez envie d'être hôtesse de l'air, ben, il faut un niveau, et encore, c'est pas dit que vous y arrivez, quoi. C'est con, hein, mais si vous regardez les trois quarts, la plupart des mamans, elles font quoi? Du ménage. Du ménage. Pour qu'elles arrivent à faire nourrir leur gamine ou leur gamin. Parce qu'elles sont mères, elles vivent seules, elles n'ont pas de mari. Et ça peut être le contraire aussi. Hein. Le papa, il peut être tout seul à élever ses enfants. Et ben, il a du mal parce que c'est un musulman. Moi, je sais que mon mari, quand il est rentré dans sa boîte, il a eu du mal. Hein. Il était rentré en tant que tuc. Et c'était le seul maghrébin. Et ça a été très, très difficile. Pendant des années, il a dû se battre. Et maintenant, c'est le chouchou du patron. Parce que voilà, il a fallu qu'il fasse ses preuves. Et maintenant, ça fait 27 ans qu'il y est. Et s'il rate un jour, le patron, il est perdu, quoi. Vous êtes engagé dans une association? Oui, l'association Parle avec elle. Je suis en tant que bénévole, je suis membre du CA. Et qu'est-ce qui a déclenché votre engagement? Ben, en fait, un jour, je suis partie chez ma soeur et elle m'a dit il y a une association en bas de femmes. Et je voulais voir ce que ça voulait dire. Parce que beaucoup de gens me disaient ah, mais les associations, elles servent à rien dans les quartiers. Ils les mettaient comme quoi elles travaillaient avec le gouvernement. Ils croyaient que les associations, c'était fait pour surveiller. Voilà, que les assos, c'est de la police, quoi. J'ai dit tiens, je vais tenter. J'ai commencé à venir de plus en plus. Et c'est là qu'après Laure m'a proposé si je voulais faire partie du membre du CA. Donc elle m'a expliqué. Je dis pourquoi pas. Et ça fait maintenant plus de 7 ans que j'y suis. Et je continuerai tant que je le pourrai. Radio Bassin. Série de portraits. Chut, t'es une fille. Moi, je trouve que par rapport à avant, hein, après, je sais pas si c'est le fait parce que je suis là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, de plus en plus, qui s'intéressent aux associations. Moi, on m'interpelle dehors. S'il te plaît, Jamila, est-ce que tu peux nous prendre un rendez-vous? Alors que ça se faisait pas. Ils ont quand même 5... Moi, je m'occupe pas des dossiers, personnellement, mais je ramène beaucoup de monde ici. Et c'est vrai qu'elles sont pas beaucoup, parce qu'elles ont quand même 180 dossiers à traiter. C'est pas... Voilà, elles font quand même la moitié du boulot de l'État, quoi. Et pour ce qu'on leur donne, moi je trouve que c'est dégueulasse, parce qu'ils les aident pas assez. L'État, elle devrait aider plus les assos. Parce que financièrement, c'est très très difficile. Il y a même des cas où on n'arrive pas on est obligé de les diriger dans d'autres organismes, parce que c'est pas possible. On n'a pas les compétences. Et il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de sans-papiers, ceux qui sont pas... Ils n'ont pas d'appartement, des gens qui sont malades, des gens qui n'ont pas à manger. C'est inimaginable. Moi, je ne savais pas qu'une association pouvait faire beaucoup. Je ne savais pas. Et là, je vois que franchement, honnêtement, l'association, surtout celle-là, c'est pas parce que j'y travaillais, mais l'association Parle avec elle, elle fait plus qu'elle n'en faut dans le quartier. C'est énorme. C'est impressionnant. Et encore, même parfois, on est obligé de refuser des dossiers parce que manque de temps, pas assez d'employés, des stagiaires qui n'ont pas les compétences, donc on ne peut pas les mettre sur un dossier. Donc il faut quand même quelqu'un qui ait du niveau. Donc c'est très difficile. En moyenne, chaque année, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques dans le cadre de disputes conjugales. Par rapport à
l'actualité depuis ces derniers mois qui tourne beaucoup autour du harcèlement dans la rue, l'affaire Weinstein, tout ça, ça a modifié un petit peu les choses. Bon, après, franchement, la violence, on en avait une, moi. Moi, je me rappelle, nous, ça arrivait que parfois un homme, il venait vous toucher la fesse quand vous prenez le métro. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Mais ça existait très peu. Maintenant, oui, de plus en plus, oui. Ça, on le voit souvent dans les métros, les filles qui se font agresser. Maintenant, il y a tellement de choses qui se... Vous voyez les gamines, elles se filment entre elles en train de se tabasser dessus, c'est inimaginable. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Ça passe sur Internet, ça va sur Snap, Moi, encore hier, ma fille me montrait une vidéo, une gamine que je connaissais en train de se retaper par 40 filles à la piscine. Et personne ne s'est paré, tout le monde se filmait. Ils étaient contents. On avait l'impression que c'était un scoop, quoi. Jusqu'à que je dis, mais on va où, là? Mais depuis qu'on a Internet, franchement, et tout, là, ça... Les gamins, ils ont disjoncté. Moi, mon fils, si je lui interdis pas la play, il est sur H24 dessus. Enfin, moi, j'essaie au maximum de préserver mes enfants et même d'aider un peu des mamans. Voilà, parfois, moi, elles me demandent des conseils. À ton avis, Jémila, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ça? Donc, je leur donne des petits conseils. Après, elles les appliquent, elles s'appliquent pas. En tout cas, moi, je fais tout pour préserver mes enfants du quartier. Tant que je serai là, je ferai mon maximum pour les préserver. Après, une fois qu'ils seront majeurs, là, j'aurai plus de pouvoir. Bon, après, ça va, moi, ma fille, elle a 22 ans quand même, j'ai encore le pouvoir sur elle. Parce qu'elle n'est pas sortie de la maison, elle ne va pas dans les boîtes de nuit. Je suis quand même assez sévère un peu. Parce que je lui dis quand même, faire attention, le monde de la nuit, c'est pas, tu vois, il y a quand même des risques. Moi, je sais que son premier voyage, elle l'a fait récemment à Dubaï. Et j'avais quand même peur, j'étais pas tranquille. Elle était partie 15 jours pendant le ramadan. J'appréhendais. Et en fin de compte, non, elle m'appelait tous les soirs. Donc elle a écouté quand même mes conseils, parce que je voulais quand même des contacts tous les jours. Et maman, elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est sécurisé. Mais c'était la première fois que je la laissais partir. Samedi 7 avril, l'association Parle avec elle présente la nuit des créatrices. Samedi 7 avril, 18h-23h, la nuit des créatrices. Rue de Kiev, métro Rennery. C'est quoi la prochaine étape pour parler avec elle, pour faire avancer tous ces dossiers? On va essayer d'avoir plus de monde pour l'année prochaine. Donc c'est un appel? Ouais, parce que franchement, cette année, ça a été encore mieux que l'année dernière, je trouve. Donc là, les gens commencent à voir vraiment que ça marche. Et franchement, ça fait 3 ans qu'on le fait, 4 ans, 3 ou 4 ans. Et cette année, ça a été une tuerie. Parce qu'on a eu beaucoup de nouveautés, il y avait plein de trucs à voir. Franchement, c'était super sympa. Mais pareil, là, c'était exact. Voilà, il a fallu que ce soit une asso qui fasse travailler des jeunes. En tant que médiateur. C'est malheureux à dire, hein, mais voilà, il faut que ce soit des assos qui engagent des jeunes pour travailler. Et nous, en tant que bénévoles, voilà, on travaille aussi le soir. Et en retour, on demanderait juste que passer une bonne soirée, que tout le monde travaille, que tout le monde se fasse un peu de sous, se fasse connaître. Et j'espère que l'année prochaine, on aura encore plus de monde et plein de nouveautés. Donc c'est un appel pour celles qui veulent se mettre au bain pour l'année prochaine. Merci, Jamila. Avec plaisir. C'était Femmes sur la bande FM. La série de portraits. Chut, t'es une fille. Basta Project. Le thème de Basta Project, les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction Parle avec elle et Radio Campus 2018. 2019.